Ce podcast existe grâce au soutien de Non-Violence 21, du CENAC, le Centre pour l'Action Non-Violente, et de l'association Sortir de la Violence. Il existe aussi grâce à tous les généreux donateurs et donatrices qui me soutiennent de manière ponctuelle ou régulière et que je tiens ici à remercier chaleureusement. Belle écoute. C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. Ma lutte va être à travers la parole. Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face. Ne jamais obéir. Urgence climatique, justice sociale. D'abord dénoncer le système. Mobilisation citoyenne. On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois. Bienvenue dans le podcast La force de la non-violence. Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence, parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture. Je suis Célia Grincourt et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence et les stratégies d'action qu'elle nous offre pour se faire entendre, révolutionner ce monde ou simplement espérer survivre. Être en colère, c'est la bonne santé, vous savez. Désobéissance civile de masse. Dans le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur. C'est une question de vie ou de mort. Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une lutte. Donc l'empathie est le levain de la non-violence. C'est ça notre espoir. Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence éducative. I still have a dream. Ahimsa. Quand Erika Leclerc-Marceau m'a parlé de sa tournée pour la paix, j'ai tout de suite pensé à Isabelle Filiosa et à son initiative intitulée Marseille, ville non violente. En visitant Oslo, celle qui fut mon invitée à l'épisode 4 a eu la révélation qu'on pouvait œuvrer à des villes non violentes. Car depuis la mise en place d'un programme d'information et de formation sur le traumatisme, la violence a considérablement baissé dans la capitale norvégienne. De là l'ambition d'Isabelle Filiosa d'un tel projet pour Marseille. Mais ce n'est pas le seul projet de ce type en France. Autour de Lyon se lève aussi un vent nouveau. J'ai en effet la joie de vous présenter Erika Leclerc-Marceau, une comédienne d'origine québécoise installée dans le Pilat, qui marie depuis longtemps humour et réflexion dans ses créations. Forte d'une formation de 10 ans à la communication non violente, elle a créé son spectacle « Ma non-violence ordinaire » dans l'intention de l'amener partout où des ponts peuvent se construire entre communautés, associations, professionnels et institutions pour mettre en œuvre des territoires non violents. Coordonnée par la CNV et ses partenaires, cette tournée pour la paix est une formidable occasion de sensibiliser les acteurs locaux aux compétences de la non-violence. Dans cet entretien, mon invitée revient justement sur ces compétences et comment elle essaie de les mettre en pratique dans sa vie de couple, de parents et d'artistes pour aller vers davantage de cohérence et de conscience dans ses relations. Erika Leclerc-Marceau, qu'est-ce que c'est pour vous la non-violence ? Wow, belle question pour démarrer, hein. Quand j'ai créé le spectacle Ma non-violence ordinaire, je me suis posé cette question de qu'est-ce que c'est la violence et qu'est-ce que c'est l'amour, en fait. Pour moi, la violence, déjà, c'est pas juste les cris et les coups, c'est dans plein de petites choses du quotidien où j'agis à l'encontre de ce que j'aime vivre. Donc, ça élargit beaucoup. La violence, elle peut être dans le système aussi. Quand je rentre pas dans une case puis que je trouve pas ma place, ça peut être violent. Même l'humour peut être violent. Rire des autres, pour moi, c'est violent. Rire avec les autres, c'est complètement autre chose. Donc, déjà, définir ce type de ce que moi, en tout cas, j'appelle la violence versus y mettre de l'amour, pour moi, c'est pas juste le sentiment amoureux, mais c'est y mettre du soin, de l'ouverture, de l'écoute, de la compréhension mutuelle, du respect mutuel, de la confiance, de la vérité. On est loin de gentils méchants dans violence et amour pour moi. Et quand je parle de non-violence, pour moi, ça serait arriver à pouvoir être dans cette posture d'ouverture, d'écoute, d'accueil de ce qui se passe, de respect de mes limites, des limites de l'autre. La non-violence, c'est un endroit où il y a de la place pour dire non. Voilà, c'est ce que je répondrais pour démarrer en tout cas. Voilà. Alors, vous avez grandi au Québec et y avez fait votre vie avant de vous installer près de Lyon il y a 13 ans. Est-ce que ce sujet de la non-violence vous touchait déjà là-bas au Canada ou vous a davantage interpellé une fois arrivé ici en France ? J'ai un oncle qui s'appelle Michel, qui est décédé aujourd'hui, qui lui travaillait à la résolution de conflits gagnant-gagnant, je crois que ça s'appelait quelque chose comme ça. Et j'ai passé beaucoup de temps avec lui, enfant, et j'aimais sa posture, j'aimais sa capacité de... Il avait une écoute qui me fascinait. Je me sentais à l'aise de dire avec lui, je me sentais à l'aise d'être moi-même, j'avais l'impression qu'il voyait le beau dans mon unicité. Et enfant, j'ai perçu ça.
Et je crois que cet homme-là m'a beaucoup inspirée dans qui j'avais envie de devenir. Et après, j'ai entendu une entrevue avec Thomas Dansbourg à la radio sur RCF qui cessait d'être gentil, soyez vrai. Donc déjà faire la différence entre l'idée c'est pas d'être gentil, c'est de pouvoir aussi écouter ce qui se passe vraiment pour moi, vraiment pour l'autre. Ça m'a bien brassé. Et après, j'ai lu le bouquin, j'ai commencé à aller en formation et la rencontre s'est faite à partir de la France, j'ai envie de dire. Et ensuite, j'ai 2 filles qui ont aujourd'hui 16 et 12 ans. Et j'avoue que être confrontée à mes propres limites à un moment donné comme parent, à gérer des crises où je me disais, purée, mais je vais passer mon enfant par la fenêtre. Il me venait des images d'une violence, mais quand on dit être hors de soi, mes enfants ont été fondateurs aussi là-dedans. Mais la violence, c'est un sujet qui vous a toujours questionné? Oui. Je pense que mes parents se sont séparés quand j'étais enfant. C'est quelque chose qui m'a marquée aussi. Je me suis souvent sentie impuissante, enfant, de pouvoir prendre soin, de pouvoir apporter du soutien, quelque chose comme ça. Et je crois que la non-violence, elle est aussi à cet endroit-là. C'est-à-dire que moi, je suis allée me former en communication non-violente et l'idée, c'est vraiment de se donner des outils pour mieux communiquer. Comment je vais être plus au clair avec ce qui se passe en moi, comment je vais être plus au clair avec ce qui se passe pour l'autre. Je ne deviens pas responsable de l'autre pour autant, mais j'ai eu pendant plusieurs années l'impression d'avancer dans une espèce de nuage flou où je comprenais pas les enjeux qu'il y avait autour, où juste par moments, je sentais des grandes vagues de tristesse me tomber dessus et je savais pas quoi faire avec ça. Et pour moi, il y a une forme de violence là-dedans aussi, quand on n'est pas conscient des enjeux qui nous entourent, quand on n'arrive pas à nommer. C'est comme si on était dans une forme de... le mot est peut-être pas juste, mais une forme de pauvreté relationnelle, quelque chose comme ça. Et la communication non-violente m'a donné des outils, des repères pour être plus consciente des enjeux qui m'entourent. Et j'ai envie de dire, oui, avancer pour mettre plus de conscience, je trouve que c'est déjà enlever de la violence. Alors, avant d'en venir à la communication non violente et tout ce qu'elle a apporté dans votre vie, j'ai trouvé que votre double formation initiale au Québec d'humoriste et de journaliste était... pour nous, Français, ça paraît presque incongru. Et je me suis demandé qu'est-ce qui vous avait attiré dans 2 voies aussi différentes a priori. Moi, mes 2 parents sont professeurs. Mon grand frère est professeur et j'aurais été la 4e génération du côté maternel de professeurs. Donc, ma voix, elle était tracée, en fait. Et c'est pas ça que je sentais à l'intérieur de moi. Et un jour, je me rappelle ado, quand mon premier numéro humoristique, ça s'appelait « Les blondes de mon père ». Les blondes, c'est les copines, en fait, les amoureuses de mon père. Parce que je souffrais de ça, parce que je savais plus quoi en faire, j'ai décidé d'écrire là-dessus. Et ça a été mon premier numéro que j'ai écrit, je sais pas, je devais avoir 16 ans, quelque chose comme ça. À ce moment-là, il y avait quelque chose d'instinctif. Oui. Et j'avais fait un concours qui s'appelle Jeunes pour rire, en lien avec le festival Juste pour rire. Et on nous avait parlé de l'École nationale de l'humour. Et quand j'ai entendu parler de ça, ça a été ah ouais, ça, je veux faire ça. J'ai vraiment senti quelque chose de fort à l'intérieur. Quand je suis allée en parler à mes parents, ils étaient pas trop chauds à l'idée. Puis après, ils s'y sont faits aussi. Sauf que j'avais 19 ans en sortant. À 19 ans, j'écris sur quoi? Je connais pas grand-chose du monde. Et les études en journalisme ont été d'abord dans cet esprit-là de pouvoir être en capacité de mieux analyser les enjeux qui se passaient autour de moi. Et après, à la fin de cette licence en journalisme à l'Université du Québec à Montréal, il y avait la possibilité de faire un stage à la Société de Radio-Canada, donc la radio nationale, parce qu'ils cherchaient des journalistes. Et j'ai pu m'inscrire dans ce stage-là. Et ensuite, j'ai pu rentrer à la Radio nationale pour l'émission où on faisait un mélange entre humour et journalisme. Donc, je scénarisais des faux reportages. Et là, j'étais pour moi, pile poil, c'est-à-dire que les 2 formations se rejoignaient à cet endroit-là parce que c'était une émission humoristique, c'était une émission qui faisait dans la pertinence et l'impertinence. Et il y a eu plusieurs moments dans ma vie où je me suis sentie à ma place. C'est les endroits où j'ai croisé ça. Humour et contenu. Donc, à cette émission, à Macadam Tribu, je me suis sentie à ma place. En Théâtre Forum, je me suis toujours sentie à ma place parce que, pareil, il y a à la fois une démarche de compréhension de l'autre. Qu'est-ce que c'est le Théâtre Forum?
Le théâtre-forum, c'est partir de la réalité problématique d'une situation. Moi, j'ai fait beaucoup, par exemple, les premiers contrats, ça a été avec des ados dans les écoles secondaires au Québec. On parlait de relations amoureuses, mais d'un garçon, par exemple, qui peut être possessif dans sa relation amoureuse. Et on jouait un sketch, puis on voyait la fille qui était de plus en plus mal et qui savait pas mettre un stop. Et l'idée, c'était de questionner les jeunes sur à partir de quel moment vous êtes mal à l'aise avec ce qui se passe. À partir de ce moment-là, ils tapent dans les mains, puis on leur demande, OK, comment on pourrait faire à partir de ce moment-là? Est-ce qu'elle pourrait dire quelque chose? Si c'est pas elle, est-ce qu'il y a quelqu'un autour qui peut dire quelque chose? Est-ce que son ami peut dire quelque chose? Et l'idée, c'est ça, c'est de questionner le public à partir de scénettes qui leur parlent. Je pense aussi à des théâtres-forums qu'on a pu faire avec parents et enfants dans la salle mélangée et de voir une maman qui voit son ado jouer son propre rôle, c'est-à-dire que son ado est en train de jouer sa mère sur scène et la mère est entre le rire et en même temps une prise de conscience importante de « Ah ouais, en fait, ce que tu dis, c'est que tu as besoin de ton espace, tu as besoin de ton intimité. Quand tu me joues comme ça en train de te dire qu'est-ce qui s'est passé au collège et puis qu'est-ce qu'elle a dit telle copine et puis ce qu'elle entendait, je pense, à ce moment-là, c'était une prise de conscience de ah ouais, c'est peut-être un petit peu intrusif des fois ma façon de t'accueillir au retour, quelque chose comme ça. Alors moi j'ai eu la chance de voir votre spectacle Ma non-violence ordinaire, dans lequel donc vous mettez en scène différents personnages qui vous ont aidé dans ce que vous appelez votre enquête sur comment faire avec ma violence. Alors déjà, comment vous faites maintenant que vous avez fait votre enquête? Est-ce que ça va mieux? Et qu'est-ce que vous avez appris grâce à ce spectacle, à cette création, à cette enquête? En fait, c'est une façon de nommer le processus de formation depuis 10 ans. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qui fait que je suis allée me former pendant ces années-là? Puis c'était ça, la question centrale, c'était comment faire avec ma violence? Donc, comment ça va aujourd'hui? Ça va plus consciente, mais ça veut pas dire qu'il y a plus de conflits. Moi, je me suis aperçue, on a pris du temps, le temps des fêtes de façon familiale a été intense. On a eu besoin de temps au retour pour parler, reparler, remettre des choses en ordre dans notre couple, dans notre famille. Et cette réflexion sur la violence, c'est aussi ça, c'est prendre du temps pour la relation. Je pense que c'est une des choses qui est forte, qui est apparue dans cette enquête-là. Est-ce que je suis tout le temps tendue à... Il faut faire des trucs, il faut que ça se passe comme ça. Une bonne mère, c'est ça. Il y a un personnage qui s'appelle Eva, qui est pour moi le stéréotype de la mère qui veut être zen. Elle veut être à un endroit avec ses enfants où elle aimerait jamais s'énerver, jamais crier. Oui, il est très drôle ce personnage, parce que du coup, elle passe d'un extrême à l'autre. Oui. En fait, ce qu'elle dit, c'est qu'elle arrive à être zen quand elle est seule à la maison, que ses enfants sont partis avec les grands-parents depuis 2 jours, que son mari est en déplacement pour le travail, qu'elle a dormi 10 heures par nuit, qu'elle est pas malade, que à ce moment-là, mais tout va bien. Elle se sent, mais enlignée, quoi. Et sa quête, c'est de devenir le Dalai Lama 2. Mais juste, le Dalai Lama, il va pas au boulot... 35-40 heures par semaine, il n'y a pas une maison ou un appart à entretenir avec des enfants autour, chacun sa réalité. Et je dis pas là-dedans que pétons des câbles tant qu'on veut, c'est pas ça que je dis. Je dis comment on va faire pour être cohérent avec nos aspirations, mais avec la considération pour ce qu'on a aussi comme rythme, comment on va faire des choix conscients. Eva, à un moment donné, elle se rend compte que elle peut pas juste être zen quand elle dit à son enfant qui est en train d'étrangler, son grand est en train d'étrangler son petit avec la laisse du chien, puis elle dit j'arrive pas moi à dire tu voudrais bien arrêter d'étrangler ton frère s'il te plaît, j'aime pas ça quand il respire plus. Ben non, ça se peut pas en fait dire un truc comme ça parce que vite t'essaies de préserver la vie. Quand tu vois ton enfant qui ne respire plus parce que son grand frère est en train de l'étouffer, t'es pas dans l'usage punitif de la force, t'es dans l'usage protecteur de la force. Tu vas agir, il va peut-être y avoir des gestes qui vont poser, qui vont être raides, mais ton intention c'est pas de faire mal, ton intention c'est de protéger la vie. Là vous soulignez quand même quelque chose qui me paraît important dans la non-violence, c'est que c'est pas l'absence de force. Il y a beaucoup de gens qui pensent que que si on s'intéresse à la non-violence, on va laisser tout faire au fond. Et c'est pas ça du tout. C'est au contraire préserver la vie et parfois donc faut dire non à la violence pour préserver la vie justement et donc opposer une force encore plus grande. Bien sûr.
Dans votre spectacle, Ma non-violence ordinaire, il y a un personnage qui m'a beaucoup parlé justement sur ce sujet. C'est la formatrice en CNV, Carole, qui a une façon de parler très posée, très calme. Et elle dit, parce que je suis formatrice en CNV, les gens pensent que je ne vis plus de conflits. Comme on peut penser que parce qu'on est dans une démarche ou un cheminement vers la non-violence, on vit plus de violence. Qu'est-ce que le conflit à voir avec la violence et en quoi il pourrait être la solution, il serait même la solution à la violence selon vous? En fait, le conflit, l'idée c'est de s'en occuper. Le conflit il naît d'un désaccord. Quand je suis pas d'accord avec l'autre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je crée une image d'ennemi? On peut avoir l'idée qu'un ennemi, c'est ailleurs, dans un autre pays lointain, on a des ennemis contre qui il faut se battre. Non, l'ennemi, c'est mon enfant qui veut pas mettre ses chaussures avant de partir pour l'école. C'est mon ado qui a laissé la salle de bain tout en bazar avec le maquillage puis qui est en retard pour le bus. C'est mon mari qui refuse qu'on aille voir un truc ensemble qui est important pour moi. Et là, paf, je peux démarrer une image d'ennemi de l'autre. Il veut pas faire comme je veux, donc c'est ça. Je prends l'autre pour un connard, quoi. Et à partir de ce moment-là, quand je me dis l'autre, ce con, la violence est née à partir de là. Parce que je peux être en désaccord et être en capacité d'avoir de la clarté sur ce qui se passe pour moi et ce qui se passe pour l'autre. Et déjà, là, le niveau de violence, il baisse parce que je reste connectée à ce qu'il y a d'humain en moi et ce qu'il y a d'humain en l'autre. Moi, je me rappelle que quand ma fille a commencé la maternelle, elle pleurait tous les jours, elle déchargeait, mais ça pouvait être 7-8 crises par jour. J'étais épuisée. Et à un moment donné, ça a demandé d'entendre ce qu'elle essayait de dire. C'est que pour elle, il y avait quelque chose dans le rythme qui lui convenait pas. Elle était pas bien. On a choisi que l'école, ce serait le matin, mais ce serait plus le midi. Il y aurait pas de cantine. Elle irait passer l'après-midi chez la nounou, puis le mercredi, je le prendrais avec elle. Puis le week-end, on essaierait de prendre ça tranquille. Puis moi, de me garder du temps aussi. Quand j'allais la récupérer, je me disais, OK, il va peut-être avoir des choses à décharger. Je sais qu'elle aille en ce moment. C'est difficile pour elle. Elle avait 3 ans. Donc, comment je fais de la place dans ma journée aussi pour quand je vais la chercher, j'arrive pas à la dernière minute avec des ronds de sueur en dessous des bras, avec de la broue dans le toupette, comme on dit au Québec, puis aucune disponibilité à ce qui se passe pour elle, quoi. C'est, OK, ouais, quand je vais récupérer Laïa, ça va me demander d'être disponible. Puis ça, c'est ce que j'aimerais. Il y a des fois, ça va être possible. Puis il y a des fois, aujourd'hui, j'avais une répète, j'ai terminé tard, je suis allée la récupérer plus tard que d'habitude chez la nounou. Je fais de mon mieux, puis ce soir, je serai pas particulièrement disponible, mais consciente que la relation, déjà, moi, je suis pas toute seule avec ma fille, elle a aussi un père, elle a aussi une grande sœur, elle a aussi cette nounou qui est là pour elle. Il y a pas que moi, parce que sinon, ça fait peser lourd sur mes épaules. Donc, c'est aussi tout ça, prendre compte. Et la communication non violente, il y a aussi cette idée d'aller voir, il y a pas que moi comme stratégie. Il y a d'autres stratégies pour répondre à son besoin de prendre son rythme. Est-ce que pendant les vacances scolaires, les grands-parents peuvent venir donner un coup de main? Est-ce qu'il pourrait y avoir des grands-parents d'adoption autour? Est-ce qu'il y a une voisine qui aurait plaisir à la prendre de temps en temps? Est-ce qu'elle peut aller jouer chez des copines? C'est de trouver plusieurs stratégies pour essayer de répondre à nos besoins, en fait. Comment vous définiriez, vous, la communication non violente? J'aime bien cette phrase qui peut avoir l'air peut-être un peu cucu, mais c'est une façon de se rendre la vie plus belle. Pour moi, il y a un élément de la communication non violente qui est fondamental, qui est la gratitude. Comment je vais essayer de voir le beau dans ma vie, voir ce que je réussis, comment je vais essayer de voir le beau chez l'autre. On m'a appris à mettre mon attention sur ce qui va pas, en fait. Quand je regarde un journal télé, on me parle de ce qui va pas dans le monde. Donc, je suis très bien formatée à voir ce qui va pas. Et la gratitude, c'est pas être bisounours, c'est pas mettre des lunettes roses, c'est voir aussi ce qui va. Je sais pas si je définirais la communication non violente comme ça, mais en tout cas, il y a quelque chose comme un art de se rendre la vie plus belle, quelque chose comme ça. Mais il y a aussi un aspect, en tout cas moi comme ça m'apparaît, de courage, avoir le courage d'aller voir aussi ce qui va pas en soi, de mettre au jour les conflits. Et c'est quand même pas simple ça, de faire cette démarche. C'est vrai que ça demande une forme de courage, d'y aller, d'oser lever le couvercle, d'oser quelque chose comme de vrai, d'oser plonger en soi pour aller voir, je me sens comment en fait à ce moment-là. Puis au fait, il peut se passer quoi pour l'autre? Moi, c'est quelque chose qui me passionne, ça. Et je me suis aperçue
au contact de d'autres personnes que tout le monde n'a pas cet intérêt à aller voir. Ça peut être souffrant parce que... et ça va. Oui, en fait, ce que je voulais dire par courage, c'est aussi cette peur qu'on a d'affronter l'autre. Vous le dites très bien dans le spectacle, c'est-à-dire que pourquoi on s'énerve sur nos enfants, c'est parce qu'on n'a pas peur d'eux. Oui. Et est-ce que la communication non violente aide à lever ces peurs-là? Je le pense parce que ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'image d'ennemi, qu'est-ce qui fait que j'ai peur? C'est que je vois l'autre comme un ennemi. Alors que si j'arrive à voir au-delà, si je me suis pratiquée à aller traduire ce que l'autre dit, quand l'autre me dit « dégage », il dit quoi? Il dit qu'il est frustré, qu'il est dégoûté, qu'il en a marre, qu'il a besoin d'espace, qu'il a besoin de solitude. Je vais pas lui formuler ça. Je vais pas dire à quelqu'un qui me dit « dégage ». En fait, est-ce que tu es frustré? Est-ce que tu as besoin d'espace et de solitude? Non, c'est bon. Je vais pas mettre ça en mots. Par contre, je peux avoir conscience. Là, il est pas disponible à la relation. Mais vous voyez, c'est ça aussi, cette idée de pouvoir entendre derrière ce qui pourrait sembler comme un pic, ce que l'autre dit. Et ça m'aide à avoir courage parce que je sais que l'autre, il parle de lui. Il parle de ses besoins. Et quand j'arrive à traduire plus facilement les jugements, les reproches, l'autre devient moins un ennemi. J'ai moins peur d'y aller parce que j'ai pris confiance en ma capacité à traduire ce que l'autre va me dire. Et j'ai pris confiance en ma capacité à dire. Moi, j'ai vu hier, il faisait super beau. On habite à 30 minutes d'une station de ski de fond. Et je m'étais dit, wow, je vais passer l'après-midi avec les filles, ça va être trop bien en ski de fond. Et là, je leur dis, hey, on part, il fait beau. Puis la petite dit, non, moi, j'ai pas envie. Cette pensée de « elle me pourrit la vie », tu vois, c'est pas possible, mais quoi, je lui propose un truc, enfin, on sort, on va bouger, quoi. Non, toi, t'as pas envie. Et que, en fait, je me suis aperçue qu'il y avait vraiment la part de moi qui a envie d'être un bon parent et de proposer des activités saines pour mes enfants où on bouge et on prend le soleil. Mais elle, ça lui faisait pas envie. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je force parce que je suis partagée. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi, il y a plein de parts qui sont touchées. Est-ce que j'oblige la petite à venir parce que moi, j'ai besoin d'être rassurée que je suis un bon parent? Ce qui serait, à mon avis, assez pourri comme stratégie. Et je me suis dit, OK, ben, t'es rendue à 12 ans. Ce que je vois, c'est que là, ces dernières semaines, elle est vraiment en train de devenir ado. Elle a besoin de prendre de l'autonomie. Elle reste peu seule à la maison. Et là, c'était vraiment son envie, en fait. Sauf que moi, j'avais besoin d'être rassurée qu'elle était pour bouger un peu, aller dehors. Donc, elle a choisi d'inviter une copine à la maison, puis elles sont sorties marcher autour, prendre le soleil. Puis ça a été ça. Et moi, ben oui, il y a un moment où ça m'a demandé de faire un deuil, parce que j'ai pas le contrôle sur la volonté de ma fille. Mais alors, comment on arrive à faire entrer le processus de communication non violente, donc OSBD, observation, sentiment, besoin, demande, si je résume, comment on le fait entrer réellement dans la vie quotidienne? Ça demande de la pratique. C'est-à-dire que moi, je me rappelle au début de prendre ma liste de sentiments et de besoins. Il y a quelque chose. C'est comme si c'est une nouvelle langue, c'est un nouvel instrument de musique. C'est de la même façon que je vois mon mari est pianiste. Ben, moi, j'arrive pas à jouer comme lui du piano. J'ai fait plusieurs années de piano quand j'étais jeune. J'ai pas pratiqué, j'ai perdu. Ben, si je m'y remettais, avec de la pratique, je pense que je pourrais avoir, peut-être pas, j'aurais jamais son niveau, mais j'arriverais en pratiquant. Ben, cette communication, on a peu appris, je trouve, à communiquer. On prend pour acquis qu'on sait écouter. Moi, je pensais que je savais écouter. J'avais une écoute, mais de nul à sonne. Mon mari disait un truc, je le prenais contre moi, puis je balançais un truc. Puis j'avais l'impression que je l'écoutais quand je faisais ça. Alors, qu'est-ce que c'est de l'écoute empathique, justement? L'écoute empathique, c'est quand j'écoute l'autre, je donne mon attention à l'autre. J'écoute vraiment. J'aime bien l'utiliser. Là, on est à la radio, mais je vais essayer de vous donner l'image mentale. C'est comme s'il y a deux collines. Vous êtes sur votre colline, Célia, et je suis sur ma colline. On est face à face. Et quand on regarde en bas, au creux de la colline, de votre côté, vous voyez un 6. Et de mon côté, je vois un 9. Et si on reste sur nos postures, c'est un 6, non, c'est un 9, on peut s'engueuler toute notre vie. Ah, c'est un 6, c'est un 9. L'écoute, c'est descendre de ma colline. Ça va me demander de lâcher quelque chose de ma posture à moi. Je vais essayer de vraiment mettre mon attention sur ce qui se passe pour vous. Je descends de ma colline, l'écoute empathique, c'est ça, et je monte sur la vôtre. Et je viens voir, ah oui, d'ici, c'est vrai, on ne voit pas la même chose. Et quand je vous prends par la main et que je vous dis, venez voir de mon côté de la colline,
Ça, c'est l'expression. Et je vous prends par la main, je vous amène sur ma colline, puis vous voyez, d'ici, on voit ça. Ça, c'est quand je m'exprime. Et que l'idée, c'est pas de savoir est-ce que c'est un 6 ou un 9, c'est un 6 et un 9. Mais l'écoute, c'est d'abord fait de silence. Je laisse la place à l'autre de s'exprimer. Alors, avec le spectacle Ma non-violence ordinaire, vous avez lancé une tournée pour la paix en partenariat avec l'Association de la communication non-violente en France. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce projet ambitieux et merveilleux aussi? Alors, c'est Geneviève Boucher-Wilson qui est impliquée à l'Association pour la communication non-violente. Et que j'ai interviewé dans l'épisode 6 du podcast. Qui m'a proposé de venir jouer mon spectacle dans le cadre d'un temps fort à Saint-Étienne. Ça a été la première représentation, donc c'était quand même c'était puissant parce que dans la salle, il y avait des gens qui s'y connaissaient bien en CNV, il y avait des gens des groupes de pratique. C'est la première fois qu'on se rencontrait et elle m'a proposé après, en me rappelant, elle me dit est-ce que tu as envie qu'on parte sur un projet comme ça, de développer une tournée pour la paix, donc avec cette intention de développer des territoires de paix? Moi, souvent, quand je joue avec mes spectacles, je vais jouer, par exemple, avec le centre social, le relais d'assistante maternelle. C'est une structure. Et là, l'idée, ça serait de pouvoir aller toucher d'autres structures localement pour pouvoir les inviter aussi. Est-ce qu'il y a des groupes de pratiques de communication non violente qui existent autour? Est-ce qu'il y a des formatrices qui sont là aussi? Dans l'idée de pouvoir parler peut-être des bouquins qui ont été écrits, sensibiliser, ouvrir, avoir une réflexion plus large sur comment on peut développer un territoire de paix. Alors, comment on essaime sur des territoires entiers? Est-ce que vous avez déjà des expériences à partager? En fait, en décembre dernier, je jouais à Saint-Étienne-de-Crozet, par exemple, et c'était un collectif citoyen qui organisait le spectacle. Il y a eu beaucoup de parents dans la salle et suite au spectacle, ils ont décidé de monter un café des parents. Donc, je me dis, chouette. Je pense aussi aux commentaires d'une spectatrice qui m'a réécrit en me disant, quand je vous ai vu, parce que sur scène, je joue le personnage de la violence et je joue le personnage de l'amour. Et elle dit, quand je vous ai vu jouer la violence, j'ai compris quelque chose. Notamment, il y a un moment où je dis, ça va pas, grosse vache? Tu ris pas, tu trouves pas ça drôle, hein? C'est la violence tout crachée, de pouvoir rire de l'autre, de le dénigrer en faisant même une blague. Et elle dit, j'ai compris à ce moment-là la violence dont j'avais été victime enfant. Et c'est que à travers le personnage qu'elle a pu le voir. Et donc, je me dis, le spectacle peut peut-être servir cet endroit-là aussi de clarification de certaines choses, mais en passant par les émotions. Ce que j'aime de ce spectacle, c'est que je vais jouer autant dans les centres culturels qu'au milieu des tours, dans des quartiers. Et je me rappelle d'un monsieur qui disait, mais tout à l'heure, j'étais dans ma douche, ma femme m'a dit qu'il fallait aller voir un spectacle. Je suis débarquée ici, je savais même pas ce que c'était. Et il dit, je ressors pas tout à fait le même, en fait. Je savais même pas que cette posture-là existait. Et je me dis, j'espère que le spectacle, il puisse être à cet endroit-là. Peut-être qu'il y a des gens qui iraient pas se former parce que ça demande du temps, ça demande des ressources financières. Mais peut-être pour aller voir un spectacle offert gratuitement par la MJC, le centre social, le relais d'assistante maternelle, l'association des parents, par la mairie, que là, venir prendre 1 heure pour venir voir un spectacle, on va toucher un autre public. Et je souhaiterais que ça puisse être une étincelle et que autour, est-ce qu'il y a du petit bois déjà qui existe, qui va pouvoir venir faire vivre cette flamme-là? Et puis, est-ce qu'il y a des bûches après qu'on va pouvoir mettre des plus gros morceaux à qui on va pouvoir dire, regardez, on a réussi à faire ça avec ces moyens-là. Là, on aurait besoin de moyens pour faire ça et ça. On a ce projet. Est-ce que vous voulez nous soutenir? Et oui, il faut aussi que ça arrive à toucher des institutions. Est-ce que vous sentez une sensibilité ou plutôt une réticence par rapport à la culture de non-violence que vous souhaitez apporter? Il y a des mairies, par exemple, là, je vais jouer à Domaine, ils disaient, nous, c'est notre thème, travailler à la paix dans nos quartiers. Donc, ça vient répondre à une demande. Je travaille avec un groupe d'assistantes maternelles à Saint-Maurice-l'Exil pour la 5e année. Et l'équipe, elle roule, quoi. Il y a pas de... Je pense qu'elles ont des moyens pour se parler. Puis là, elles disaient, cette année, on n'a pas... ça se passe bien dans l'équipe. Donc, ce qu'on aimerait, c'est inclure les maîtresses maintenant dans le projet. Pour l'instant, le dispositif, il inclut pas d'heures de formation avec les maîtresses, mais on va essayer de voir si on peut trouver des temps ensemble. Donc, et là, la mairie donne des ressources en local, en engageant des personnes. Et je me dis, c'est comme ça qu'on avance, en fait.
Dans Ma non-violence ordinaire, toujours, vous dites que la famille peut être un laboratoire de paix. Et vous avez fait un spectacle familial avec vos enfants et votre conjoint qui s'appelait La folle épopée d'une famille ordinaire. Alors, est-ce que c'était un laboratoire de paix, les répétitions et les représentations de cette création familiale ? Alors, j'apporterais juste une toute petite nuance. Je dis que c'est un laboratoire d'exploration de la paix. C'est-à-dire que c'est pas une exigence de vivre de la paix. On essaie de se donner ça comme cap. Maintenant, on n'y est pas tout le temps. Hein. Le spectacle en famille a été une expérience riche, forte. Je dirais, on a eu des moments lumineux et je crois que j'ai vécu mes moments de désespoir les plus profonds avec ce projet-là aussi. Parce que c'est d'allier la vie de couple, la vie de famille, notre relation chacun avec nos enfants, la relation des enfants entre eux. Aussi, notre posture parentale est-elle commune à tous les endroits? Non. Est-ce que vous pouvez peut-être étayer d'exemples, que ce soit dans les moments merveilleux ou noirs? Alors, les moments merveilleux, je pense à un moment où est-ce que Elaya, à un moment donné, on échangeait nos rôles dans le spectacle. Et elle s'est mise à improviser. Elle était mon père sur scène. Et elle s'est mise à m'improviser. J'en mettais de partout. Puis elle commence à me dire « T'en mets de partout, mais t'es vraiment insupportable. » Mais c'était pas dans le texte. Et de la voir prendre de l'aisance comme ça sur scène, à prendre plaisir à jouer, mais c'était savoureux. Juste, j'y repense, j'ai les larmes qui montent. Ouais, ça a été des moments pépites. Par contre, tout ce qui était répétition, c'était horrible. Les filles avaient pas envie parce que quand t'as, je sais pas moi, 10 ans, 11 ans, le texte, c'est bon, tu le connais, t'as pas besoin de répéter. Puis des fois, elles étaient sur scène, mais pour elles, jouer, ça s'apprend aussi, jouer sur scène. Oui. Tant qu'elles ont des choses à dire, elles sont actives, elles sont allumées, elles sont dans leur, entre guillemets, personnage, mais elles s'éteignaient. C'est-à-dire qu'il y a des moments, elles pouvaient s'asseoir sur, on avait un canapé sur scène, elles pouvaient s'asseoir sur le canapé complètement absentes, complètement... Donc, on reste concentré, là. Donc, ça demandait de tenir tout. C'était épuisant. Ouais. Donc, on a joué ce spectacle-là avec un nombre de dates choisies, des périodes choisies. On s'est aperçu, par contre, que... Par exemple, normalement, les spectacles jouent bien les vendredis soirs, mais juste, les filles ont été à l'école toute la journée le vendredi. Il n'est pas question de mettre un spectacle le vendredi soir. Oui. On l'a essayé une fois, parce que je pense que la vie est faite d'essais-erreurs. Elaya est rentrée de l'école, elle était crevée. Tu te rappelles, on joue ce soir? Ah non, ça sera pas possible. Et là, je me suis montée en temps ça. Je me disais, mais attends, mais le contrat est signé, en fait, on joue ce soir. Donc ça s'est passé une fois, ça se repassera plus jamais. Oui, pas facile de concilier tout ça, j'imagine. Mais alors, il y a quelque chose qui m'intrigue par rapport à ce spectacle familial et ce que vous en dites, c'est est-ce que vous essayez de faire rentrer la CNV dans votre famille? Est-ce que votre mari s'est formé? Est-ce que vous formez vos filles? Je sais pas. Je crois que c'est un rêve qu'il y a beaucoup de parents qui portent, comme si on pouvait former nos conjoints, comme si on pouvait former nos enfants, comme si... il y a quelque chose du respect, de la liberté de chacun d'avoir envie ou pas. Ce que je vois, c'est que mon mari, c'est un homme en évolution. Par contre, sa façon d'être en évolution, c'est pas la même que la mienne. On a des valeurs communes très fortes. J'ai marié un révolutionnaire de l'amour, mais lui, la communication non violente, il a pas envie que ça passe par ce chemin-là, en fait. Et j'ai envie de respecter ça. Par contre, j'ai envie d'être avec un homme qui est ouvert au dialogue, avec qui... quand on a des conflits ensemble, souvent, je suis impressionnée de sa capacité d'écoute. Et je pense que ma capacité d'écoute qui a bougé a fait bouger sa capacité d'écoute aussi. Si on prend l'exemple de la gratitude, on peut avoir l'idée que pour apprendre la gratitude à nos enfants, on leur dit « il faut dire merci, les enfants ». C'est important. Je t'apporte quelque chose que tu m'avais demandé de l'épicerie, et ben tu dis merci. Moi, je crois que les enfants vont apprendre à dire merci s'ils voient des adultes autour d'eux qui disent merci. Ils apprennent par imprégnation. Donc, j'ai pas envie de leur enseigner la communication non violente. Bien sûr que ça peut m'arriver de donner des pistes, mais je pense que ça serait insupportable comme posture, avoir quelqu'un qui aurait envie de former les gens autour, d'avoir envie de les changer. J'ai envie de les prendre tels qu'ils sont. Et est-ce que vous pensez par ailleurs que ça pourrait apporter à la société d'initier les enfants petits à l'école, dans les collectifs, à la communication non violente?
Eh ben, Déclic, qui est le pôle éducation et communication non violente, dit c'est important de former les adultes. Parce que, pour faire suite de ce que je disais, c'est les adultes qui vont, dans leur posture, être en capacité d'accompagner les enfants et les enfants vont apprendre par imprégnation. Si on forme les enfants sans former les adultes, imaginez, ils sont assez connectés à leurs besoins, les enfants. Donc, on leur apprend qu'effectivement, le chemin, c'est ça. C'est pas l'autre qui est responsable de tes émotions. Ce qui se passe dans tes sentiments, en fait, ils parlent de tes besoins. Et que l'autre, quand il s'exprime, il parle de ses besoins. Imaginez, on donne ces repères-là à un enfant, puis devant, il y a un parent qui est pas du tout conscient de ça. C'est pas son rôle à l'enfant. Ou en tout cas, si on forme des enfants, on forme les adultes et les enfants. Alors, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à une école alternative où j'avais voulu faire un reportage il y a quelques années. J'avais rencontré la directrice et vraiment, sur le papier, ça avait l'air chouette, son projet. Et donc, j'étais très enthousiaste. Et puis, donc, j'ai passé une semaine dans l'école. Et au bout d'une semaine, je me suis dit que je pourrais pas faire le reportage parce que, en fait, à chaque fois qu'un enfant se comportait mal, en tout cas selon ses critères à elle le prenait à part et puis elle se mettait à lui faire de longs discours sur ce qui était vivant en elle, sur là où il venait appuyer, sur est-ce qu'il comprenait à quel point c'était désagréable pour elle, etc. Et je m'étais dit, mais c'est de la torture psychologique, son truc, en fait. Ah oui. Et ça m'avait estomaqué. Comment, avec autant de bonne volonté, on pouvait être autant à côté? Tout ça pour dire que la CNV n'échappe pas à ce genre d'écueil et je voulais savoir comment faire pour les éviter. On dit souvent la communication non violente, c'est OSBD. Déjà, pour moi, c'est JOSBD, c'est-à-dire que tout part de nos jugements d'abord. C'est comment je vais traduire mes jugements en observation, en sentiment, en besoin et en demande. Donc ça me semble une première chose. Mais avant ce J-là, il y a un I qui est le I de l'intention. Je peux tout à fait prendre toute ce JOSBD et m'en servir pour manipuler les autres. Le premier point, c'est quelle est mon intention quand je vais dans la relation vers l'autre. Moi, je me pose cette question-là souvent quand on habite sur 2 étages. Les chambres des filles sont au 2e étage et des fois, je vois quelque chose qui s'est passé en bas. Je sais pas, moi, elles ont laissé le chauffage à 28 là, récemment. Ça sentait bizarre. On a ouvert la fenêtre, on a laissé le chauffage à 28. Purée, mais je vois le chauffage à 28 et je pars avec l'intention de les allumer direct, quoi. Et quand je me vois monter les escaliers comme ça, je me dis, OK, c'est même pas la peine de monter, en fait. Là, je m'en vais gueuler, là, je m'en vais leur déverser mon fiel. Mais c'est quoi mon intention, là? J'aimerais ça être entendue dans le fait que monter le chauffage à 28, en fait, il y a un coût derrière que ce soit mesurer l'impact de ce geste-là. Mais si je vais juste les engueuler comme ça, j'ai peu de chance d'être entendue. Donc, ça va me demander un petit temps d'aller clarifier mon intention. Parce que je peux tout à fait leur dire « Le chauffage est à 28 », ce qui est une observation. « Vous êtes complètement débile », ce qui est un jugement, mais je risque de le dire quand même. C'est-à-dire que même les sentiments, si j'ai pas travaillé vraiment, je peux ne pas prendre la responsabilité de ce que je vis. Puis, par exemple, si je dis que je me sens trahie par... on avait dit qu'on faisait attention, je me sens trahie. Quand je dis trahie, je suis pas chez moi, en fait. Je suis chez elle, je suis chez l'autre. Elles me trahissent. Oui. Donc, je suis même pas encore dans mes sentiments, vous voyez. Je peux à tout moment déroger du processus. Connaître bien la communication non violente, c'est plus que 2-3 jours de formation, là. C'est plus que lire un bouquin. Ça demande vraiment de la pratique. Comment je me sens? Le chauffage à 28, je suis inquiète par rapport aux ressources qu'on a, puis j'ai envie aussi de pouvoir préserver les ressources parce que j'ai entendu que c'était important de pouvoir partager. En termes d'électricité, il y a une notion de partage en ce moment qui va être importante aussi. Et c'est ça qui se passe pour moi. Et quand je vais leur voir, je suis pas en train de leur faire porter la responsabilité, de les faire sentir coupables d'un truc. Je suis chez moi. Je suis inquiète, les filles. Je vois que le radiateur est resté à 28 en bas. J'aimerais ça comprendre qu'est-ce qui s'est passé parce que là, il y a des conséquences à ça. J'aimerais ça être rassurée qu'on va pouvoir être entendu, mais là, j'aimerais entendre qu'est-ce qui s'est passé pour vous aussi. Qu'est-ce qui fait que vous avez monté à 28? Qu'est-ce qui fait que vous avez laissé à 28 et ouvert la fenêtre? Et là, ils vont expliquer ce qui s'est passé. On écoutait un film, il faisait froid, puis ça s'est mis à sentir bizarre, donc on a ouvert la fenêtre. Oui, c'est le radiateur, en fait, qui sent bizarre quand vous l'ouvrez à 28. Donc déjà, elles comprennent un truc.
Et comment je vais faire pour rester dans le dialogue? Ouais, et 28, ça va être trop. Ah oui, mais je savais pas, je me disais que le corps était à 27, donc si je voulais avoir chaud, il fallait que je monte à 28. Ah ouais, ben je vais te donner un autre repère. En fait, tu montes pas à 28 le radiateur quand tu veux monter. Tu peux monter à 20, tu vois, ça va être suffisant. Et puis tu peux aller chercher une couverture aussi si t'as froid. Tu vois, Bien sûr, on peut y aller au clash, mais je veux que ça change pour la suite. C'est aussi ça, j'aimerais être entendue, j'aimerais qu'il y ait de l'évolution dans la situation. Alors, on arrive au terme de cette interview. Au-delà de la tournée pour la paix, que je vous souhaite longue et riche, quels sont vos projets artistiques et personnels et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Un prochain projet, je pense que ça va être un vrai défi parce qu'on risque de revivre la même chose un peu qu'on a vécu dans le spectacle familial, c'est-à-dire avec des moments de grâce et des moments de noirceur. J'aimerais monter un spectacle avec mon mari parce qu'il, comme je disais tout à l'heure, il est musicien et j'aimerais qu'on réfléchisse à apprendre à aimer. Qu'est-ce que ça veut dire aimer? Pas juste être amoureux. Comment je vais essayer de mettre de l'amour dans certaines situations? Comment je vais essayer de mettre de la compréhension, de l'ouverture, de la confiance, de la vérité, de l'honnêteté, de l'intensité peut-être par moment? Comment je vais faire pour mettre de l'amour dans des relations avec qui ça peut être compliqué? Comment je vais faire pour prendre les autres tels qu'ils sont? Je pense qu'il y a un thème de spectacle intéressant. Après, on est encore au tout début de ça. J'ai envie de recueillir des témoignages. J'ai envie d'aller rencontrer des couples. J'ai envie d'aller rencontrer toutes sortes d'expériences aussi. Je pense entre autres à une amie qui disait, moi, quand on me coupe en voiture, plutôt que d'envoyer un finger, j'envoie un bisou, quoi. Je me disais, waouh, OK. Très bien, bravo. Et je crois que j'aimerais aussi développer pour la suite, je crois que la non-violence, c'est aussi le lien entre nous. Nous, on est déménagés il y a 4 ans dans un hameau à Doisieux, dans le Pilat, et on a rencontré des voisins avec qui on a noué des liens de plus en plus forts, de soutien, de solidarité. On essaie de faire exister ça. On est différents. On essaie de se respecter dans nos différences. Mais je crois que la non-violence, elle se construit aussi ensemble dans notre quotidien. Et cette vie de hameau, j'ai envie de la développer. J'ai envie d'y donner du temps. Et encore une fois, prendre le temps de la relation. C'est-à-dire que s'arrêter voir les voisins, de mettre du soin. Je sais qu'ils prennent soin de nous aussi, savoir qu'on peut compter les uns sur les autres. Et la non-violence, c'est aussi quand le quotidien, il est fait de ces valeurs fortes-là. C'est-à-dire que je suis au cœur de ce que j'aime vivre parce que c'est de l'incarnation concrète. Merci beaucoup, Erika Leclerc-Marceau. Avec plaisir, Célia. Si vous avez apprécié ce moment passé ensemble, commentez-le, partagez-le, mettez beaucoup d'étoiles. Et si vous voulez m'aider à poursuivre cette mission que je me suis donnée de diffuser la culture de non-violence et à continuer ce travail passionnant, vous pouvez me faire des dons ponctuels ou réguliers en cliquant sur l'onglet « Soutenir » du site force-nonviolence.fr. Je vous souhaite d'utiliser vos peurs, vos colères et vos révoltes comme un moteur pour agir et transformer ce monde. Ahimsa. Vous écoutez un extrait de Rêve, Fraternité et Liberté de Martin Ferron. With this faith, we will be able to work together to pray